Bien, nous allons reprendre. Comme indiqué tout à l'heure, l'heure c'est l'heure, et à l'Académie on essaye d'être ponctuel. Laissez-moi donc ouvrir cette session par l'annonce de la conférence inaugurale donnée cette année par le juge Dominique Hacher en langue française, comme vous l'avez compris, et c'est parce que ce sera en langue française que je le présente en français. Un petit mot de présentation de notre invité, pour vous dire qu'il a fait ses études à l'université Paris II, mais il est aussi passé par la Harvard Law School, grâce à l'époque à une bourse Fulbright. Dès 1999, il a donné un cours à l'Académie de droit international de La Haye, ici même. Alors à l'époque, c'était dans un autre bâtiment. M. Struycken, qui est là, s'en souvient bien mieux que moi. Et je veux dire que je crois comprendre, cher M. Struycken, que vous êtes, comment dire, l'artisan de cet auditorium. Donc nous avons parmi nous l'homme par qui ce nouveau bâtiment est arrivé. Merci beaucoup, je veux dire qu'on en profite énormément. 99, donc un cours donné par notre invité à l'Académie sur principes et pratiques de procédure dans l'arbitrage commercial international. À l'époque déjà, durant la session de droit international privé. Alors il a été professeur un petit peu partout, en tout cas en France et aux États-Unis, à l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne, même s'il a fait ses études à Paris II. Il n'y a pas d'exclusive. Professeur invité à l'University of Texas School of Law à Austin, et puis aussi en Grande-Bretagne à l'Université College London. Dominique Hacher est également président. Il a été président de la Société de législation comparée. Il est advisory member du governing board de l'International Council of Commercial Arbitration, membre de l'American Law Institute, élu en 2007. Il a été secrétaire général de la branche française de l'Association de droit international, International Association, que tout le monde connaît. Le juge Hacher est un praticien, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement un enseignant, c'est un praticien. Il est entré dans les services judiciaires français dans les années 80. Il a été détaché pour exercer des fonctions de conseiller général et secrétaire général adjoint de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale entre 90 et 98, et il a été nommé par la suite conseiller à la Cour de cassation française. Autant dire qu'il a une vue d'envergure sur les problématiques de l'arbitrage, et c'est cette vue qu'il va nous faire partager. Merci beaucoup d'être là, monsieur le juge. Bien, je vous remercie d'être venu m'écouter pour cette conférence qui a lieu en français. Alors, après l'allocution de secrétaire général, ça n'est pas un retour vers 1923 auquel je vous convie, mais au contraire, avec le sujet de cette conférence sur le rôle du droit international dans le contrôle des sentences arbitrales, je vais plutôt essayer de vous propulser vers l'avenir. Alors, les organes de contrôle des sentences, qu'ils soient nationaux ou non nationaux, et alors quand je parle non nationaux, je vais exclure de mes propos tout de suite la Cour internationale de justice, ont pour mission de stabiliser la justice arbitrale en s'assurant de l'intégrité des sentences et au-delà, en étant le gage de l'intégrité du système d'arbitrage dans lequel la sentence a été rendue. L'importance des enjeux qui sont confiés aux tribunaux arbitraux, dont les décisions ont souvent des répercussions au-delà du seul litige à résoudre, et ceci dans un contexte où l'arbitrage est devenu le mode habituel de règlement, de résolution des différends internationaux, souligne la gravité de la mission de ces organes de contrôle. Alors certes, le contrôle des sentences, c'est un contentieux relativement étroit, pour lequel les interventions sont souvent concentrées sur un nombre limité d'acteurs. Mais néanmoins, je voudrais, au cours de cette conférence, chemin faisant, vous convier à une réflexion sur la régulation d'un système de justice internationale par voie d'arbitrage.
Alors comment les organes de contrôle établissent-ils des connexions entre les ordres juridiques nationaux et internationaux pour contrôler les sentences en les faisant passer d'un ordre juridique à l'autre? Leur aptitude à mobiliser des principes issus d'une pluralité d'ordres juridiques est révélateur de leur force et de leur faiblesse dans l'accomplissement de leur mission. Je pars de la constatation que dans l'ordre international, il y a beaucoup de sous-ordres qui sont en réseau. Ordre juridique international interétatique, ordre juridique transnational, qu'on peut appeler lex mercatoria, ou bien, c'est-à-dire plus généralement, ordre juridique propre au commerce international, ou encore ordre juridique arbitral. Quelle que soit la composition de ces ordres juridiques, qui est variable selon les constructions doctrinales d'ailleurs, on est en présence de plurivers qui coexistent, se traversent et non pas d'univers isolés et hiérarchiquement disposés. Aussi, je ne voudrais pas m'enfermer dans une catégorie ou donner une définition du droit international. Ce serait s'empêcher de raisonner sur le caractère composite du droit international qui est le produit de ces instances de contrôle qui essayent d'élaborer des règles, dont ce serait casser la dynamique. Alors, la soumission de la sentence au droit international suscite un contrôle à l'aune de celui-ci. Alors, voici la typologie que je vous soumets pour identifier ces sentences qui sont fondées sur le droit international. La procédure arbitrale n'est pas, pour moi, le lieu où le droit international se manifeste plus spécifiquement dans l'arbitrage. Vous avez beaucoup de règles de procédure qui sont de source internationale, sans que cela n'exprime pour autant une emprise du droit international sur la sentence. Je préfère me fonder sur les règles applicables au litige, parce que leur choix permissif fait place à l'application des règles du droit international, que ce soit dans les contrats du commerce international avec la lex mercatoria, dans les différends sportifs avec la lex sportiva, ou encore dans les différends en matière d'investissement. Leur application est marquée par le décloisonnement et l'extension. Une sentence CIRDI identifie ainsi un principe général du droit international dans les dispositions des principes unidroits sur l'exonération de responsabilité. Plus largement, rien n'interdit le choix du droit international public comme droit du contrat ou concurremment avec un droit national. Une des grandes sentences du droit international, Texaco contre Libye, qui a été rendue en 1977, retient que tout droit national commande l'application des principes généraux du droit international. Alors, les recherches sur l'ordre juridique de base, qui confèrent aux parties la possibilité de choisir les règles de droit applicables et valident leur accord, correspondent à des théories qui ont été construites à des fins déterminées pour internationaliser le contrat et justifier que l'investisseur soit considéré comme un personnage du droit international public. Depuis l'époque de la sentence Texaco, on l'admet, et beaucoup de conventions internationales protègent l'investissement par le droit international. Certains traités de protection des investissements stipulent même des clauses de droit applicables qui, outre les dispositions du traité et le droit de l'État hôte, mentionnent les principes du droit international. Dans tous les cas, pour la jurisprudence arbitrale, le traité n'est pas un système clos sur lui-même, il doit être envisagé dans un contexte plus vaste où sont intégrées des règles d'autres sources. La Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends des investissements entre États et ressortissants d'autres États, qui est la Convention dite du CIRDI, jette les bases d'un système d'arbitrage organisé et conduisant à l'application du droit international. L'article 42 de la Convention dirige les arbitres vers les principes du droit international applicables en la matière, ce qui renvoie aux sources du droit international telles qu'identifiées à l'article 38.1 du statut de la Cour internationale de justice.
La compétence est également très largement soumise au droit international par la jurisprudence arbitrale du CIRDI. Maintenant, le contrôle des sentences arbitrales ne peut se faire qu'à partir des règles de droit international qui s'imposent aux arbitres. Tout le droit international, qui serait en grande partie supplétif, ne peut pas servir à contrôler les sentences. Toutes les violations du droit international ne sont pas des violations de l'ordre public substantiel, nous rappelle le tribunal fédéral suisse. Cela n'exclut pas l'impérativité de certaines de ces règles. Encouragées par la doctrine, et notamment l'Institut de droit international, la jurisprudence arbitrale établit sans détour la nécessité de respecter les principes du droit international dotés d'impérativité, que ce soit en droit du commerce international ou des investissements. Ainsi, vous avez dans la jurisprudence arbitrale la sécurité des transactions qui est considérée comme un principe d'ordre public de la lex mercatoria, la bonne foi, un principe commun d'ordre public transnational et une sentence va jusqu'à dire du jus cogens de l'arbitrage international. Les principes d'exécution de bonne foi des conventions, pacta sunt servanda, sont protégés d'ailleurs par l'ordre public international, comme les jurisprudences françaises ou suisses nous en procurent l'illustration. Alors l'application du droit international dans le contrôle ne se fait pas à l'état pur. Vous avez d'autres sources qui se joignent, par exemple les règles matérielles, qui transposent les règles de l'ordre juridique arbitral dans le droit de l'arbitrage du fort, pour ce qui concerne, par exemple, tout ce qui va concerner la composition du tribunal arbitral ou la convention d'arbitrage, mais ce ne sont pas sur ces règles que je veux m'appesantir ou m'attarder, parce que cela, c'est un problème de méthode. Ce que je veux dire, c'est que le fondement contractuel de l'arbitrage, même quand vous êtes dans une affaire d'investissement, n'enlève rien à la force du droit international. Dans l'affaire Duke contre Pérou, le comité ad hoc du CIRDI, pour répondre au reproche qui est fait aux arbitres d'avoir écarté le droit péruvien applicable au contrat litigieux pour interpréter la clause d'arbitrage, fait appel au principe général de bonne foi et à la volonté des parties. Alors, si soumettre la compétence arbitrale à une règle enracinée dans le droit international procède d'une certaine cohérence pour un comité ad hoc en raison de son rôle de garant de l'arbitrage CIRDI, l'application du droit international est plus remarquable quand la question doit être soumise au droit désigné par les règles de conflit du fort, j'entends par là un juge national. L'accord entre l'investisseur et l'État pour arbitrer un litige d'investissement, s'il est passé sur les fondements des dispositions d'une convention internationale, n'est pas pour autant un traité entre les parties à l'arbitrage. Néanmoins, nous dit le juge anglais dans l'affaire occidentale contre République de l'Équateur, il obéit au droit international. La même orientation en faveur du droit international se retrouve encore dans la jurisprudence du tribunal fédéral suisse à propos des dispositions sur l'arbitrage de la Charte européenne sur l'énergie, que la Cour suprême suisse soumet au droit international de par l'incorporation de celui-ci dans le droit suisse, désigné par ses règles de droit international privé. Alors, de ces deux dernières décisions, on voit que la distinction moniste-dualiste n'est plus une ligne claire, tellement il y a de manières d'intégrer le droit international dans le droit interne. Le tribunal fédéral n'admet pas l'application directe du droit international et raisonne, à cause de l'article 178 de la loi de droit international privé suisse, comme pour un conflit de loi, pour appliquer la charte de l'énergie en tant qu'élément du droit suisse. C'est un peu compliqué, mais la démonstration n'en est pas moins satisfaisante. Si l'arrêt anglais, que j'ai évoqué précédemment, se réfère, pour désigner le droit applicable
aux dispositions d'arbitré du traité de protection des investissements entre les États-Unis et l'Équateur, qui, n'étant pas ratifié par le Royaume-Uni, n'était évidemment pas intégré à l'ordre juridique anglais, la Cour d'appel anglaise rejette toute approche mécaniste à laquelle il appliquera ou il manquera, pardonnez-moi, toujours quelque chose pour aller au-delà, même si on se réfère à la technique du conflit lourd. Chacun a la responsabilité de maintenir l'équilibre du système de la justice internationale. Il ne faut donc pas s'enfermer dans un formalisme, fût-il de droit international privé, lorsqu'on a une règle qui est donnée par diverses sources, avec la possibilité de nuances et de contenus différents. Cela procure une souplesse à celui qui applique la règle, qui le distancie d'une application mécanique qui le limiterait à une seule source. L'attraction du droit international doit aussi se manifester pour le contrôle des sentences rendues dans des arbitrages d'investissement fondés sur une loi nationale. Sinon, comment favoriser une interprétation harmonisatrice quand le principe est celui de l'absence de contrôle de l'application et de l'interprétation de la loi étrangère par les juridictions du fond? Or, les lois nationales sur les investissements ont un contenu plus ou moins uniforme, avec des notions qui recoupent celles utilisées dans les traités. Il n'est donc pas vrai que l'application des normes internationales dépende seulement de la source nationale ou internationale de la protection, comme l'a fait un jugement anglais qui a raisonné en termes d'application de la loi étrangère. Lorsqu'une loi nationale assure la protection des investisseurs, elle prend place dans les relations internationales. Les organes de contrôle sont donc encouragés à ranger leurs solutions sous la bannière du droit international. L'attractivité du droit international dans les opérations de contrôle s'explique mieux si l'on accepte que la fonction du droit international dans ce contexte n'est pas la même que sa fonction dans les relations entre États. Si son rôle, ici, n'est pas différent de celui de la loi étrangère, la substitution du droit international à la loi nationale, comme y ont procédé les juridictions dont nous venons de voir les décisions, montre que l'on ne peut faire abstraction de l'ordre juridique international qui a donné naissance à la sentence, dont les objectifs et la cohérence sont mieux préservés qu'avec l'application du droit national. Que le droit international n'ait pas tout le temps le même caractère n'est donc pas gênant. Le contrôle doit être nécessaire pour éviter tout ce qui peut causer un trouble dans un ordre juridique international paisible. Pour restaurer l'harmonie, les organes de contrôle disposent d'instruments juridiques globaux, la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ou la Convention de Washington du CIRTI, dont aucun d'ailleurs ne les autorise à réviser le jugement des arbitres. Maintenant, le droit international peut aussi s'inviter dans le contrôle d'une sentence qui ne lui était pas soumise, après tout, ce qu'on verra avec les questions d'ordre public. Un droit international plus conquérant ne doit pas, cependant, être la cause de débordements. Il ne faudrait pas que le poids du droit international se transforme en restriction de la liberté des arbitres. À partir du moment où on a reconnu l'existence d'un ordre juridique arbitral, il faut lui laisser les mains libres dans tous les domaines où il n'y a pas lieu de contrôler. Mais un droit international discret, même en cas de critique de la violation de l'ordre public, est-il encore de mise aujourd'hui? Eh bien, la première question est celle de savoir si, enfin de se demander, est-ce que le droit international permet-il de s'introduire ou non dans le fond? Nous allons nous intéresser à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 en tant qu'outil d'investigation pour équilibrer le contrôle, puis
à la proportionnalité en tant qu'outil méthodologique, tout particulièrement pour la confrontation à l'ordre public des condamnations pécuniaires et de la corruption. La Convention de Vienne, qui représente une codification de la coutume internationale, s'applique à l'interprétation de tout traité, quel que soit l'état de ses ratifications, y compris par le fort. Assimiler un traité auquel le fort n'est pas partie à la loi étrangère, dont l'interprétation par les juridictions du fond est souveraine, ne rend pas compte que l'on ne peut donner à un traité un sens qui soit contraire au droit international. Une telle solution traduirait un manque de responsabilité par le refus de s'inscrire dans une application à vocation universelle des principes de bonne gouvernance qui régissent les investissements et façonnent les relations économiques internationales. La jurisprudence des principaux pays européens, qui sont le siège d'arbitrage d'investissement, démontre que le recours à la Convention de Vienne pour interpréter les clauses du traité maintient le contrôle dans les limites autorisées de la compétence sans envahir le fond. Les lignes du contrôle ne sont donc pas modifiées avec l'intervention de la Convention de Vienne qui se révèle être une aide efficace pour la lecture des traités et le classement de leurs dispositions à l'aune des cas d'ouverture de contrôle. Mais, en l'absence de mécanismes référendaires, comment éviter différentes interprétations nationales des conventions internationales? La recherche d'une interprétation cohérente accentue d'autant l'intérêt d'un raisonnement comparatif. Cela dit, un consensus n'est pas toujours atteint. Ainsi, dans la même affaire, ou pour la même sentence plus exactement, l'abus du droit d'agir devant le tribunal d'investissement est considéré comme une question de recevabilité par le juge anglais, donc insusceptible de contrôle, mais comme une question de compétence par le juge français qui voit une fraude dans la réunion artificielle des conditions d'application du traité. Quoi qu'il en soit, les juges nationaux devraient s'efforcer d'interpréter les traités comme s'ils étaient des juges internationaux, ce qui devrait être tout particulièrement nécessaire pour les juridictions supérieures qui, par leur action régulatrice, approfondissent le contrôle en l'unifiant. Alors, je vais maintenant aller sur la proportionnalité, qui est un principe commun aux systèmes juridiques nationaux et qui est également identifiable comme tel dans plusieurs sous-ordres juridiques internationaux, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme ou encore l'ordre juridique sportif. Et la jurisprudence arbitrale sur les investissements y recourt également comme méthode d'interprétation pour, par exemple, la clause d'exclusion, l'expropriation ou encore le traitement juste et équitable. La proportionnalité est un principe général du droit. C'est une technique d'interprétation. Aussi, sauf dénaturation commise par l'arbitre, il est difficile de caractériser à propos d'une interprétation un excès de pouvoir ou bien une violation de l'ordre public. L'application de la proportionnalité par le tribunal arbitral est donc difficile à contrôler parce qu'il se heurte rapidement au fond qui, lui, en principe, est incontrôlable. Peut-on déraper vers le fond lors du contrôle de la sentence en utilisant la proportionnalité? Il y a bien des exemples. Mais il ne s'agit pas, avec la proportionnalité, de renverser les solutions, même les mieux acquises. Il ne faut pas méconnaître l'utilité méthodologique de la proportionnalité pour le maniement de l'exception d'ordre public. L'annulation ou le refus d'exéquatur d'une sentence est une ingérence dans le droit à l'exécution effective des décisions. En tant qu'aspect du droit au procès équitable, ce n'est certes pas un droit absolu, mais l'atteinte doit être proportionnée et légitime au regard des infractions dénoncées à l'ordre public.
tribunal fédéral suisse nous en donne un exemple à propos de la compatibilité à l'ordre public d'une sanction disciplinaire imposée dans un arbitrage sportif si, dit le tribunal, elle consacrait une atteinte à la personnalité qui soit extrêmement grave et hors de toute proportion avec le comportement qu'elle sanctionne. Je rappelle, pour les condamnations pécuniaires, qui sont quand même les plus fréquentes en arbitrage, que l'obligation de réparation intégrale, si elle est un principe général qui a pour objectif d'éviter une double indemnisation, n'est pas un principe fondamental. Une condamnation a des dommages-intérêts punitifs, n'est donc pas en soi contraire à l'ordre public international, sauf si le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur, a jugé la Cour de cassation française. Alors, en disant ceci, ça n'est pas une invite à revisiter le montant de la condamnation prononcée au regard des facultés de paiement du débiteur, mais à vérifier si cette condamnation est mesurée à l'inexécution contractuelle compte tenu des circonstances de l'espèce. Le droit au respect des biens est une valeur essentielle protégée par l'ordre public international et par les droits fondamentaux. La créance indemnitaire dans le patrimoine du bénéficiaire de la sentence est ainsi un bien protégé auquel toute action portée par la non-reconnaissance doit rester proportionnée. L'ordre public a toujours mis en avant la lutte contre la corruption, le trafic d'influence et le blanchiment, comme le démontre la consultation de la jurisprudence arbitrale. La réprobation de ces comportements s'effectue sur le fondement d'un principe général du caractère illicite de la corruption dans la lex mercatoria et dans le droit international, où il est exprimé dans plusieurs conventions internationales. Même si ces dernières ne sont pas d'application directe, les valeurs qu'elles protègent sont assurément essentielles pour l'ordre juridique du fort d'exécution de la sentence. Mais le contrôle de la corruption, tel qu'il se présente devant certaines juridictions, est destructif de la distinction entre contrôle de l'ordre public et révision au fond. Le droit international ne commande en rien de contrôler la correction de la sentence comme en appel. C'est par le biais du recours contre la sentence que le juge doit effectuer toute appréciation de la corruption et non directement comme le ferait l'arbitre. Dès lors, les questions pertinentes auxquelles il convient de répondre sont les suivantes. La sentence qui ouvre droit à une indemnité compensatrice au profit de la partie, à laquelle on reproche donc le comportement illicite, heurte-t-elle le droit au respect des biens de la partie condamnée à indemniser? Ou alors, cette dernière peut-elle prétendre, sans excéder le droit au respect de ses biens, à une solution confiscatoire consistant à conserver l'investissement sans indemnisation? À l'inverse, la non-reconnaissance de la sentence ne viole-t-elle pas le droit au respect des biens de la partie créancière? Pour répondre à ces différentes questions, le juge examinera donc le comportement respectif des parties pour évaluer si l'atteinte au droit au respect des biens d'une partie est légitime et proportionnée. Le comportement illicite de l'investisseur et des pouvoirs publics, le plus souvent d'ailleurs complices de l'État hôte, est utilisé à ce moment-là comme élément de liaison entre l'atteinte au droit au respect des biens et la violation de l'ordre public. On réduit donc l'impérativité des normes avec la proportionnalité pour mieux canaliser la confrontation à l'ordre public en évitant une révision au fond de la sentence. Technique de conciliation entre systèmes juridiques pour résoudre les conflits entre normes, la proportionnalité est un encouragement au dialogue entre les juridictions. Encore faut-il que les juridictions soient accessibles au dialogue, ce qui n'est pas possible si l'on défend une position politique, et j'en viens maintenant aux limites du droit international.
La Cour de justice de l'Union européenne a détruit l'arbitrabilité des litiges fondés sur les traités de protection des investissements comme contraires aux traités européens, et ce, peu importe qu'il ne soit pas sûr que le droit européen joue un rôle dans la résolution du litige. Alors, divers motifs sont avancés qui vont de l'absence de mécanisme référendaire pour un tribunal arbitral, alors que l'interprétation du droit d'un État membre est toujours susceptible de soulever une interprétation du droit européen. De là, on va au caractère obligatoire pour les juridictions et les institutions des États membres du droit européen dont il faut garantir la pleine application, en passant enfin par la soustraction au système juridictionnel de l'Union européenne dans un accord international, que l'Europe l'ait ou non signé. On sort donc du droit international pour prohiber l'arbitrage en vertu du droit européen. La Cour de justice de l'Union a décidé que seules les juridictions agréées par elle, parce que susceptibles de lui en référer, peuvent appliquer le droit européen. Sa jurisprudence modifie les équilibres antérieurs en retournant à l'époque où l'on avait interdit aux arbitres d'appliquer les règles d'ordre public. Aucun système juridique, pourtant, n'interdit aux autres d'appliquer ces règles, car il n'y a pas de règles qui seraient plus dignes que d'autres, d'autant que le droit communautaire pose avant tout des questions de réglementation économique qui les prêtent mal à une reconnaissance universelle, comme nous l'a dit plusieurs fois la Cour suprême suisse. Donc le droit international commanderait plutôt la dissidence que le respect par rapport au droit européen. Alors, je vais vous parler d'une affaire qui résume cette problématique, et l'affaire Mikula. L'exécution d'une sentence Sirdi rendue sur le fondement d'un traité entre la Suède et la Roumanie, revenant pour la Commission européenne à accorder une aide d'État en infraction avec les traités européens, la Roumanie avait donc reçu interdiction de Bruxelles de satisfaire l'investisseur. Toutefois, la Roumanie était débitrice, outre celle d'indemniser l'investisseur, d'une obligation internationale, celle de donner effet à la sentence qui la condamnait en vertu de la Convention de Washington. Saisi d'une demande d'exécution de la sentence, le juge anglais avait l'obligation, lui, de mettre en œuvre cette même convention qui prescrit aux États contractants d'assurer l'exécution sur leur territoire des obligations pécuniaires imposées par la sentence. Alors, à la Roumanie, qui proposait d'interpréter la Convention du Sirdi à la lumière du droit européen pour se conformer à son principe d'effectivité, la Cour suprême britannique oppose les principes d'interprétation du droit international, mettant ainsi un engagement international du Royaume-Uni au-dessus du droit européen. C'est un raisonnement que la Commission européenne ne peut accepter et elle a ouvert une procédure en infraction à l'encontre du Royaume-Uni. En se plaçant à l'abri de toute discussion sur la place des sources internationales, les unes par rapport aux autres, la Cour de justice de l'Union européenne sort évidemment du champ de mon étude. Parce qu'ils sont une source de droit dans tous les systèmes juridiques, le contrôle doit être nourri de principes universellement reconnus, élevés au rang de principes de droit international à titre de langage commun. C'est le dernier tableau que je veux maintenant vous décrire sur le rôle du droit international dans le contrôle. En raison de son postulat universaliste, on a remarqué que le droit international des droits de l'homme offre un environnement particulièrement fertile au dialogue entre juges. Alors, le plus démonstratif est dès lors de partir des droits fondamentaux pour illustrer l'adhésion à des valeurs fédératrices. Le contrôle des sentences mobilise sans conteste les traités sur les droits de l'homme qui sont en vigueur dans le fort. Alors, est-il plus difficile pour un comité ad hoc, agissant sous l'égide de la Convention de Washington, d'appliquer le droit international des droits de l'homme? Hormis un comité ad hoc qui n'a su qu'en faire, au prétexte que les traités, qui n'ont pas pour objet la protection des investissements, sont d'une utilité limitée, on relève que le comité ad hoc
de l'affaire Frapport contre Philippines a convoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et que se référant à la décision de ce comité, un autre fait référence au traité sur les droits de l'homme comme source du contenu du droit à être entendu qui est protégé par la Convention de Washington, en reconnaissant que même si les comités agissent à l'intérieur du système CIRDI, la référence aux organes spécialisés des droits de l'homme promeut la cohérence du contenu du droit à être entendu et raffermit l'effectivité du concept. Il renforce également la légitimité de l'interprétation en la reliant à un ensemble plus vaste du droit international. Mais c'est le comité ad hoc dans l'affaire Tulip contre Turquie qui a systématisé dans sa décision l'introduction des textes sur les droits de l'homme lors du contrôle, en recourant à l'article 31.3c de la Convention de Vienne, j'en parlerai dans un instant encore, pour s'assurer de l'existence d'un procès équitable et d'une motivation dans la sentence. Il y a encore des comités ad hoc qui se sont fondés sur le principe du droit international à un juge indépendant et impartial pour ouvrir le contrôle de la Convention de Washington au-delà de la composition du tribunal qu'elle cite seulement pour couvrir l'indépendance et l'impartialité des arbitres. Il est exact que les droits de l'homme n'ont pas pour objectif la protection des investissements et que les tribunaux arbitraux ne peuvent statuer qu'au regard du traité de protection des investissements qui leur donne compétence. Pour autant, l'investisseur n'est pas exclu de leurs préoccupations. On a déjà vu qu'il faut distinguer d'abord entre la compétence et le droit applicable, et on a déjà vu qu'un traité ne peut être considéré isolément du droit international. Les atteintes à la propriété, à la sécurité juridique et à la prévisibilité du droit, à la protection de la réputation et la vie privée, à la non-discrimination ou l'interdiction du déni de justice expriment autant de valeurs communes à une pluralité d'ordres juridiques, et notamment au droit de l'investissement, au titre, pour celui-ci, de l'expropriation, de la clause de la nation la plus favorisée, des attentes légitimes ou du traitement juste et équitable. Des sentences soulignent encore l'importance des droits de l'homme en tant que partie du droit international pour des préoccupations environnementales. Les différences de méthode ou de contenu d'un ordre juridique à l'autre n'est pas ce qui importe donc, mais l'utilisation croisée des sources. La jurisprudence arbitrale dévoile un travail analogique d'inspiration, de transposition, comme on peut également le voir, avec l'utilisation méthodologique de la proportionnalité qui prend appui sur l'intégration systémique, voilà, j'y suis, de l'article 31.3c de la Convention de Vienne, que j'ai déjà signalé, ou bien sur le droit international général applicable. Alors, il y a bien des tribunaux arbitraux qui se sont refusés à prendre en compte tout autre traité des droits de l'homme que celui ratifié par les États concernés par l'arbitrage. Mais l'universalité des valeurs défendues doit conduire de préférence à une vision plus large qui, sans égard à l'état des ratifications ou au champ d'application géographique du traité, mène à la prise en compte combinée de plusieurs instruments, au moins à titre de raisonnement par analogie, sinon en tant qu'expression des principes généraux du droit, au sens de l'article 38.1 du statut de la CIJ. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme occupe une place importante dans ce travail de mise en cohérence, parce qu'à la différence d'autres instruments de protection des droits fondamentaux, la Convention européenne protège la propriété et s'applique aussi aux personnes morales. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme remplit une mission constitutionnelle au service des objectifs de la société démocratique. En tout cas, c'est son objectif. La jurisprudence arbitrale nous rappelle que les sentences qui sont rendues en application d'un traité d'investissement n'assurent que la protection des investissements et ne peuvent réprimer, en tant que telles, une violation des droits de l'homme. Certes, la mission des arbitres n'est pas la réforme judiciaire, et on a relevé l'absence de l'objectif de transformation sociale dans le droit des investissements. Indéniablement, un tribunal arbitral n'exerce pas une mission de nature constitutionnelle, comme une juridiction nationale ou une cour régionale des droits de l'homme. En l'absence d'un mécanisme préjudiciel, les tribunaux arbitraux
que ce soit en matière d'investissement ou droit du commerce international, ont reconnu les obstacles qui sont posés à une action de contrôle de constitutionnalité par eux. Ceci ne doit pas empêcher les arbitres de vérifier si une loi de l'État hôte arguée d'inconstitutionnalité est, pour les mêmes raisons, également contraire aux valeurs protégées par le traité de protection des investissements. L'objectif n'est pas de faire cesser la violation de la Constitution ou des droits fondamentaux, mais d'en tirer les conclusions quant au non-respect des normes du traité. La tendance à respecter les États ne saurait l'emporter sur les violations des droits humains qui peuvent constituer en même temps une violation des droits garantis par le traité. Et il n'est pas interdit, loin de là, aux organes de contrôle de défendre aussi des objectifs et des valeurs pour apprécier la validité des sentences qui leur sont présentées. L'absence de raisonnement dans la sentence sur l'exigence de l'égalité, en matière, par exemple, d'expropriation, et tout particulièrement l'exigence de l'égalité qui entoure la procédure du droit d'exproprier, qui doit offrir la possibilité de contester la mesure dans un débat respectueux du contradictoire et de l'égalité des armes, en bref, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a qualifié d'obligation de bonne gouvernance à la charge de l'État. L'absence de raisonnement également sur le détournement d'une loi ou d'une procédure interne au détriment de l'intérêt général, ou encore sur le déni de justice, qui serait le résultat d'une procédure administrative ou juridictionnelle, n'est pas un mal jugé ou une erreur de droit de la part du tribunal arbitral, mais un refus d'application du traité de protection des investissements qui auront été délaissés. La violation des normes du jus cogens est aussi une non-application du droit international, et donc, dans les cas que je viens d'évoquer, il y a un excès de pouvoir qui est ainsi réalisé. Il n'est pas possible de faire abstraction de l'universalité des valeurs défendues par la non-discrimination, par l'accès à la justice, le procès équitable et l'égalité ou la sécurité juridique. La présence de ces valeurs dans l'ordre juridique s'explique à de multiples titres, et quelle qu'en soit la source, droit constitutionnel, principe général du droit, droit des droits de l'homme ou pourquoi pas normes du jus cogens, lesquelles sont également défendues par l'ordre public. La distinction entre ordre public international et transnational qu'il est arrivé à la jurisprudence d'utiliser n'offre pas un grand intérêt ici, sauf qu'avec une notion universelle, le référentiel n'est plus national, mais le contenu est le même, à moins de trouver une différence avec le système national. Aux fins du contrôle, peu importe les déformations qu'une règle subit par son utilisation en dehors de l'ordre juridique qui lui a donné naissance, peu importe l'acception particulière qui lui est donnée dans un ordre juridique ou dans un autre, ce qui compte est le contenu de la règle, non la source qui donne la règle. L'important est que la règle fasse partie de l'ordre public international. En cas de doute, comme le relevait une éminente doctrine, pensez à Batiffol et Lagarde, une approche comparative paraît plus féconde. Je ne m'arrêterai pas non plus aux sources formelles du droit. Les codes de conduite peuvent signaler l'émergence de normes juridiques ayant une forte identité commune. De manière générale, la soft law accompagne l'universalité des droits fondamentaux et précise le contenu de droits nouveaux, tels ceux sur l'environnement. La mobilisation de principes réunissant le consensus le plus large raffermit le contrôle des sentences et garantit un surcroît de légitimité aux décisions des organes de contrôle. Les décisions des juridictions nationales et internationales rapportent aussi la preuve de l'acceptation et de la reconnaissance d'une norme internationale en tant que norme impérative. L'internationalité des organes de contrôle ne les prédispose pas obligatoirement à l'internationalisme dans leurs décisions, mais il peut y inciter, pour peu que l'on veuille contribuer à un système de justice universelle. Les principes renforcent non seulement la cohésion des solutions, mais ils sont des éléments de communication. Rechercher une meilleure cohérence, promouvoir
les objectifs de principes communs à une pluralité d'univers juridiques ne prend son sens que si les organes de contrôle ont la volonté et le sentiment de participer à la régulation d'un système universel dont ils participent tous au bon fonctionnement. Un langage commun n'a de sens que si l'on se parle. Je vais conclure, parce que je m'étais casé sur 50 minutes, et je m'aperçois que je dois terminer à 45. Bien, j'ai souhaité vous montrer que l'intervention du droit international dans le contrôle était de nature à en accroître l'efficacité, à en accroître l'autorité, et également comment établir dans ce but des connexions entre divers ordres juridiques, conséquence de la pluralité des sources de droit. Encore faut-il, pour que tout cela fonctionne, un contrôleur suffisamment habile, ou en tout cas décidé, pour tirer parti de principes qui empruntent à plusieurs ordres juridiques. C'est un peu le troisième fil que j'avais dans la main et sur lequel je vais maintenant tirer pour conclure. Alors, on a conçu le contrôle des sentences comme le moyen de les insérer dans un ordre juridique national. Faut-il une évolution vers une reconnaissance d'emblée par les ordres juridiques nationaux, le contrôle ne servant plus alors à faire entrer les sentences, mais à écarter les décisions qu'on ne veut pas laisser entrer? La réalisation d'un tel objectif suppose une perspective plus ambitieuse que celle de statuer sur le sort de la sentence attaquée. Il s'agirait maintenant d'inscrire la décision dans le contexte global du système international de règlement des différends par l'arbitrage. Sans la conscience et la volonté de participer à un objectif commun de sécurisation de l'arbitrage, les décisions qui sont prises dans d'autres ordres juridiques, réduites à de simples anecdotes, n'auront au mieux qu'un succès de curiosité. Le refus de considérer la dimension internationale des règles et des problèmes à résoudre est d'autant plus paradoxal dans les systèmes juridiques qui ne reconnaissent pas la valeur de précédent, comme le mien, en tout cas à leur propre décision judiciaire, mais qui préféreraient leur accorder pour l'occasion une autorité décisionnelle supérieure aux décisions étrangères à leur ordre juridique. Si l'on pense à la mobilisation par les juridictions de common law des précédents étrangers en vue de rechercher la meilleure solution pour résoudre le litige, on voit que ceci n'a rien d'impossible. Les principes sont un langage universel, leur utilisation doit provoquer une prise en considération des décisions étrangères sans égard à l'appartenance de la cour d'origine à telle ou telle tradition juridique. Mais il faut un certain volontarisme pour entreprendre une motivation qui parle aux autres. Tous les organes de contrôle ne remplissent pas les conditions d'efficience voulues. Seuls ceux qui s'inscrivent dans une approche collaborative avec la justice arbitrale pour renforcer le système international de règlement des litiges et avec les autres autorités de contrôle, au besoin par une approche négociée, peuvent réaliser ces objectifs. La mise en réseau de telles juridictions peut être le moteur du développement d'une jurisprudence cohérente, globale, ouverte à l'influence du droit international, mais je veux dire que c'est une mission qui demeurera sans objet pour nombre d'autorités de contrôle. Alors, outre la correction qui va s'opérer ou qui s'opère par la répartition des sièges d'arbitrage où de tels organes ou de telles autorités de contrôle exercent leurs activités, il y a deux solutions pour celles-ci. Pallier leurs insuffisances dans la régulation de la justice arbitrale, ce qui suppose évidemment une prise de conscience de leur part, par la mise en place d'une politique d'externalisation consistant à déléguer leurs contentieux aux juridictions les mieux aptes à résoudre les questions posées et qui sont disposées à mettre leurs ressources au service de la communauté internationale. Et si la division internationale du travail ne convient pas, eh bien, il faudra se laisser à résoudre chaque institution sur la route de l'évolution. Et pour extrapoler à partir d'une comparaison que j'emprunte à l'historien Yuval Harari dans son excellent ouvrage « Une brève histoire du futur », certaines iront à la vitesse de la charrette tirée par un bœuf et d'autres à celle du supersonique. Et je vous remercie de m'avoir écouté, même au-delà des 5 minutes.